Et du coup, là, il y a un enregistrement et je veux bien que chacun et chacune d'entre vous puisse parler un petit peu pour tester les volumes et les sons. Donc, Ok. est-ce que tu peux faire une phrase un peu D'accord, plus je vais longue faire une phrase du genre, je sais pas. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Bravo. Sont-elles sèches? Vas-y, c'est bon. Donc Marie-Michel, on est dimanche. Le 21 mars 2023, au Centre Curial, on a diffusé Freda de Jessica Genius. Le film est sorti en 2021 et il a obtenu l'étalon d'argent au 27e FESPACO. Donc c'est un banger le film en gros. C'était une séance très particulière, on va pas vous mentir. Les gens étaient stylés de ouf. Que ça soit le linge, les accessoires, les coiffures, même le parfum, tout le monde était sur son 31. Vraiment, c'était incroyable. On n'a jamais revécu ça au Cinescred. Donc, Freda raconte l'histoire d'une étudiante en anthropologie vivant à Port-au-Prince, c'est la capitale d'Haïti, et qui cherche à s'en sortir dans un pays où, sans ressources spécifiques, c'est quasiment impossible. Le film est entièrement tourné en créole haïtien, et Jessica s'est battue pour ça. Le film a été tourné d'abord de manière un peu sauvage en 2017, au moment des manifestations contre Petro-Caraïbes. On vous laisse en description des informations concernant ce scandale. Jessica est née à Port-au-Prince, la ville où se déroule le film. En plus d'être réalisatrice, c'est une scénariste, une productrice et aussi une actrice. On l'a vu notamment en 2012 dans Toussaint l'ouverture de Philippe Niang, avec Jimmy Jean-Louis et Aïssa Maïga. On a trouvé que c'est très important de parler de ce film dans lequel elle joue, parce que pour elle, afin de comprendre le pays, il faut l'analyser dans sa globalité et notamment la prise d'indépendance. Avec pour objectif de raconter des récits par et pour les Haïtiens et Haïtiennes, elle crée sa boîte de production en 2011, Haïtian Production. Dans l'histoire d'Haïti, le vaudou est essentiel. Elle en parle notamment dans le film en 2017 D'Ouvanjou la levée, Le jour se lèvera, un documentaire où elle raconte, en tout cas elle cherche à savoir ce que c'est d'être haïtien ou haïtienne. Elle parle notamment de cette maladie de l'âme qui ronge le peuple haïtien. Cela s'explique par le vaudouisme selon sa mère. Du coup, on va se poser une première question pendant cet épisode. Qu'est-ce qui définit le haïtien d'un côté, mais aussi et surtout les haïtiennes? La place des femmes haïtiennes dans ce film est centrale. Elles ont des thématiques fortes et sont des personnages complexes pour qui on a de l'empathie. Avec tous les problèmes qu'elles traversent, on se demande comment elles font pour s'en sortir. Bienvenue dans Scredcast, le podcast du Cinescred. Salut les scredistes, je suis l'Aristide, membre du Cinescred. Je suis en gros le noir à lunettes que vous voyez de temps en temps pendant les projections. Avec moi aujourd'hui j'ai Berry, qui est aussi un noir à lunettes, mais membre du Cinescred et de Cinewax, donc il est multicasquette. Comment ça va Berry? Ça va. C'est tout. Aujourd'hui avec moi j'ai Marie-Michel Legrand, qui est juriste dans le droit du travail et qui est membre de l'asso Kisekeyo. Qu'est-ce que c'est que cette association et comment ça va? Je vais bien, donc c'est Kiskea. Ah ouais, c'est pas grave, tu n'es pas le premier, tu seras sûrement pas le dernier. Donc Kiskea, donc on va commencer par la description du mot Kiskea. Kiskea qui est le premier nom taïno. Je vais pas dire indien parce que les premiers habitants d'Haïti n'étaient pas des Indiens, mais des Arawaks et de surcroît noirs. Okay. Donc, qui étaient eux-mêmes animistes. Donc, Kiskea, c'était le nom d'Haïti. Et lors de l'indépendance, c'était Kiskea, Bouyo, Haïti. Et lors de l'indépendance, Saint-Domingue redeviendra Haïti, le nom des Taïnos. Donc, comme nous travaillons avec la corne, l'os, le bois. Donc, il était intéressant de revenir au taïno, puisque c'était les premiers de cette ère et qui utilisaient ces produits-là. Donc Kiskea est une association qui vient en aide. L'histoire est encore plus complexe, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler. On peut peut-être revenir. On en parlera à la fin, on expliquera plus clairement à la fin
ce que tu fais et ce que vous C'est faites ça. et les actions que vous mettez en place. Avec nous aussi, on a Samantha Antoine. Déjà, salut. Samantha Antoine. Bonjour. Un mélange de couleurs. Tu es artiste peintre. Et j'ai même pas dit pour toi parce que tu es d'origine haïtienne. Et Samantha Antoine aussi, tu es d'origine haïtienne. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui fait de toi une personne qui est intéressée par les questions sociales via ton art? Alors, je suis artiste peintre. Donc, du coup, j'ai commencé la peinture il y a 4 ans. Mais je dessine depuis que je suis petite. Donc, l'illustration, c'est vraiment mon truc. Je fais pas mal de portraits. Donc, je suis pas mal dans le figuratif. Mais c'est vrai que j'aspire aussi à donner une vision assez politique de mes œuvres, donc je me suis beaucoup plus portée maintenant sur le corps, la réalisation du corps noir. Je vais mettre en position aussi des femmes, surtout dans des positions assez légères pour revenir aussi sur l'idée d'hypersexualisation de la femme noire et aussi sur toutes les thématiques qu'on peut voir en Haïti. Donc c'est comme ça que je travaille aussi dans mes œuvres. Ok. Alors, je vais aller démarrer ma première question que je vais poser à vous trois. Comment est-ce que vous avez découvert le film Freda pour la première fois et qu'est-ce que vous en avez pensé à la première fois que vous l'avez vu? Alors, c'est Berry qui parle. En fait, la première fois que j'ai vu le film Freda, c'était par rapport, en gros, à une association qui s'appelle Black Movie Entertainment et du coup, qui fait souvent des projections 2 fois par mois au cinéma Méliès à Montreuil. Et du coup, je vais souvent à leurs projections et c'est par ce biais-là que j'ai découvert le film Freda. Et ce que m'a fait ressentir ce film, c'est surtout la question de quotidien des corps noirs, en fait. Et à travers ce film, tu vois un quotidien. Là, c'est le cas de Haïti, mais c'était pas un quotidien que je voyais souvent, ou en tout cas au cinéma, et surtout dans des populations, moi je vais dire caribéennes, mais afro-caribéennes ou West Indies, ça dépend comment on le définit, mais c'est un quotidien que je voyais pas souvent au cinéma parce que aussi l'accessibilité de ces films ne fait pas, est rare en fait. Et donc voilà. Pour ma part, donc Marie-Michel, Alors, je crois que Désolée. on va reconnaître les voix. Donc, ce film a été quelque chose de puissant, mais très très puissant pour moi, puisqu'elle remonte à mon enfance. Parce que je suis arrivée en France, j'avais 4 ans, et je n'avais jamais pu emmener ma mère au cinéma. Et je me souviens un jour, et à chaque fois on lui demandait, et elle nous avait dit, je vous promets que j'irai au cinéma le jour où il y aura un film qui sera totalement créole haïtien. Donc, quand j'ai été invitée à Freda et qu'on m'a dit que c'était un créole, j'ai pu emmener ma mère au cinéma. Donc, ça a été quelque chose... D'ailleurs, je peux répondre pourquoi les gens étaient aussi bien habillés, etc. Parce que c'était une première pour les Haïtiens. Oui. Et voilà, toute la communauté, tous ceux représentant la communauté étaient là. Il fallait rendre honneur par nos habits, comme quand on va à l'église pour le film. Donc, je pouvais répondre à cette question. Et toi, comment tu as découvert? Alors moi, du coup, j'ai pas eu la possibilité de voir les projections, mais du coup, c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu tomber sur ce film. Et c'est vrai que c'est très important pour moi, en tant qu'haïtienne, de regarder un film qui est totalement créole haïtien, parce que la langue, c'est très important. Et aussi, il y a un contact qui se fait aussi pour nous, haïtiens. Et l'histoire qui est narrée nous parle un peu à tous dans nos cœurs. C'est la langue du cœur, donc c'était sûr que ça allait me plaire. Là, ça me permet d'enchaîner sur la première thématique, c'est sur la langue et comment elle est utilisée dans le film et par extension, comment elle est utilisée en Haïti. Alors moi aussi, j'ai découvert le film, alors c'était pas la même projection, mais c'était aussi au Méliès à Montreuil, donc on conseille ce cinéma, visiblement il fait des projections intéressantes. Et en fait, j'ai découvert parce que alors, via les réseaux sociaux et via mes cercles de personnes que je connais, il y a beaucoup de personnes qui sont d'origine haïtienne. Et notamment, je sais que, parce que je m'appelle Aristide, et en fait, je trouve que j'ai une cousine dont la mère est haïtienne et qui venait me voir et qui me disait alors, encore toi là, toujours en train de nous voler de l'argent. Ah, Aristide, mais je ne comprenais pas. Je ne saisissais pas. Mais je remarquais qu'elle prononçait bien Aristide, parce que
majorité des personnes que je rencontre et à qui je dis que je m'appelle Aristide, ils font ah, Astrid, c'est pas un prénom de fille ça? Je fais oui, Astrid c'est un prénom de fille, mais Aristide c'est un prénom de garçon. Donc, et du coup, quand j'ai découvert ce film, je sais que au niveau des recherches avec Berry, on a eu beaucoup de soucis entre guillemets, c'est qu'on a eu beaucoup de ressources où c'était vraiment, des fois c'était vraiment. Alors, on a vraiment adoré ce film, vraiment surtout le passage où, suivi de 10 phrases en créole haïtien. Et vu qu'on ne parle pas encore la langue, on est en cours, du coup, ça va être des nouvelles choses qu'on va mettre en place. Bah, on a trouvé que c'était très intéressant à voir parce que ça veut dire, si c'est parlé en créole haïtien, c'est-à-dire que ce film il est destiné aux Haïtiennes et aux Haïtiens. Et en fait, dans le film, il y a aussi cette partie-là. Donc, je voulais bien voir chacun et chacune votre avis concernant la langue. Concernant la langue et la manière dont c'est utilisé. Parce que, par exemple, dans la famille, ils parlent tous en créole haïtien. Déjà, est-ce qu'on peut dire un peu c'est quoi le créole haïtien, s'il y en a qui ont une petite explication? Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et deuxièmement, comment est-ce qu'elle est utilisée en Haïti? Alors, pour commencer, je rejoins aussi pas mal ce que tu as dit sur l'importance et surtout à qui s'adresse ce film, parce que c'est important de le souligner. Ce film s'adresse aux Haïtiens, il est en créole, donc accessible aussi aux Haïtiens. Donc, je trouve que c'est une très belle démarche de la part de Jessica Généus. Et en regardant le film, on se sent proche des personnages aussi par ce biais-là. Et je partage une histoire assez personnelle aussi avec le créole haïtien, parce que moi, je suis arrivée à 4 ans. Je suis arrivée à 4 ans en France. Et c'est... du coup, comme... et du coup, quand je suis arrivée aussi, j'avais pas mal de crises identitaires aussi. Et je sais que tout s'est passé avec la langue, parce que quand j'étais en classe, c'était très compliqué. J'avais du mal aussi à parler français. J'ai galéré pendant pas mal d'années. Et on me renvoyait toujours cette espèce d'idée négative en fait, sur ma langue maternelle. Et avec le temps, j'ai senti aussi vu que je vis avec ma grand-mère, que je m'éloignais aussi pas mal de ma culture en lui parlant en français. Et elle avait du mal aussi à se confier sur certaines choses, même à me parler en général. Elle répond toujours en créole, donc c'était compliqué. Et depuis bientôt maintenant 2 ans, disons, je parle couramment en créole, mais je le perdais en fait avec les années. Donc j'ai recommencé à lui parler et je trouve que je me sens beaucoup plus proche d'elle et elle est beaucoup plus à l'aise avec les histoires qu'elle me raconte. Donc du coup, je trouve que c'est très important de le souligner, parce que la langue, c'est le premier contact qu'on a avec une personne, et c'est pour marquer en fait la puissance de notre langue. Donc voilà, ça c'est ma réponse là-dessus. Pour ma part, la langue, elle est en fonction, en Haïti, la langue, elle est en fonction de la classe dans laquelle on vient. Donc moi, jusqu'à mes 4 ans, j'ai grandi par le biais de la famille de mon père qui est avocat, etc. Donc ma langue maternelle, vraiment, c'était le français quand j'étais en Haïti. Et ma mère, qui est de la classe populaire, et quand je vais arriver en France, va me demander, en arrivant, je vais apprendre à parler le créole, mais vraiment en France. Parce qu'elle estimait qu'à la maison, il ne fallait pas oublier que la langue, en tout cas pour la classe, la classe dont le film parle, la langue, c'est celle qui nous permet de garder contact encore avec Haïti, avec les grands-parents, avec le vaudou, avec vraiment les ancêtres, etc. C'est cette langue-là. Donc ma mère, elle va tout simplement nous dire, tu parles français à l'école, mais dès que tu arrives dans cette maison-là, c'est créole où vous devez parler. Donc, je vais apprendre à parler le créole comme ça avec mes cousins, etc. à la maison. Je vais apprendre à parler le créole. Mais le créole va se former en Haïti du fait que lorsque les esclaves vont arriver, pour éviter qu'ils puissent s'organiser et pouvoir empoisonner les colons ou autres, on va mettre plusieurs dialectes ensemble. Et en fait, c'est à force des Yolof, Wolof, etc., c'est toutes les langues, plus le français. Donc, ils vont créer une façon de communiquer pour pas que le blanc comprenne, en fait. Donc, le créole va naître comme ça, en fait. C'est l'un des points de la traite négrière, c'était de ne pas mettre les personnes ensemble, les personnes esclavisées ensemble en fonction de là où elles viennent, parce que il y avait, comme tu disais, un besoin de non-communication à créer, quoi. Et d'avoir le seul socle commun, ça sera la langue que le propriétaire d'esclaves, l'esclavagiste maîtrise, quoi. Et du coup, ça c'est un truc qui est très important parce que
ça part du fait de pouvoir se penser en tant que groupe. On a besoin d'avoir une langue D'appartenance. Totalement. Et c'est dans la première discussion qu'il y a dans l'école où ils discutent sur que représente la langue, que représente leur place, quelles sont les méthodes d'action. Et en fait, on voit aussi, en fonction de qui parle, on sait à peu près qu'est-ce qu'ils pensent de la situation actuelle et de comment est-ce qu'on peut s'en sortir, quoi. Et oui, du coup, il y a dans la manière de parler, et je pense que ça c'est aussi un outil scénaristique du fait que, en gros, on va dire les défenseurs d'Haïti parlent en créole haïtien, on va dire entre guillemets, et en gros les personnes qui sont plutôt dans en gros pour l'ordre établi, ils parlent en français en fait. Et c'est assez prégnant dans le film. Après, je sais pas si c'est quelque chose qui est quelque chose de quotidien, mais je trouve que c'est un outil scénaristique très intéressant. Et ça me fait penser à l'une des premières blagues que Fred a dit, où en gros, ils discutent sur les modalités d'action. Et il y en a un qui dit des choses. Alors, ouais, toi, tu as dit pour Haïti. Moi, je dirais pour une certaine forme d'Haïti, parce qu'il y en a qui souhaitent un Haïti révolutionnaire, d'autres qui préfèrent un Haïti un peu plus conciliant avec les forces extérieures, on dira. Sans trop s'étaler. Vous comprendrez. Et du coup, ce personnage, il parle en français et il essaye vraiment de montrer qu'il parle français de Molière, tu vois. Littéraire. Littéraire. C'est à quoi Freda, elle répond un truc du style voici notre colon mental ou un truc comme ça, et j'ai trouvé ça très très drôle. Et dans les langues, il y a aussi Freda, à un moment donné, elle travaille dans un hôtel et elle rencontre des personnages qui sont partie de l'élite, on va dire. Et en fait, dans cet hôtel, il faut vraiment parler français. Et même des personnages du coup haïtiens, parce que, j'ai pas demandé, mais les créoles haïtiens, ils vraiment parlaient par tout le monde, même par les politiques. En fait, le créole est parlé par tous, sauf que c'est comme si c'était un dialecte et que c'est les sous-classes qui le parlent. Moi, j'ai un souvenir où je suis partie en Haïti pour ouvrir un compte. Je suis rentrée j'étais pas habillée, donc je suis rentrée alors que je suis en province, je suis à la campagne, quoi. Donc je rentre à la banque et je suis habillée comme tout le monde, parce que moi quand je suis en Haïti, je suis tout le monde, donc je ne veux pas qu'on me dise c'est la diaspora, celle qui vient de je veux être comme tout le monde, je veux être chez moi et être comme tout le monde. Et je sais que je suis rentrée à la banque et quand j'ai parlé créole, j'ai demandé l'ouverture, etc. On m'a pas ouvert le compte parce que j'avais pas parlé français. Okay. Et que j'avais refusé totalement. Je suis sortie, j'ai pas ouvert le compte et j'ai dit je vais pas l'ouvrir. Et en sortant, effectivement, j'ai dit oui, je viens de France, mais je n'ouvrirai pas un compte en français. Et du coup, c'est des choses où on apprend, en fait, les enfants apprennent à parler le français à l'école, parce que depuis 1961, le créole est la langue officielle, mais le français aussi, en deuxième langue. Mais les écoles sont en français. Donc, d'où les enfants n'apprennent pas, la langue maternelle n'est pas apprise à l'école, c'est le français d'abord. Okay. Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire que l'haïtien, on l'a formé pour aller vivre ailleurs, en fait, et pas pour vivre en Haïti. Oui. Ouais. Ah oui, ça c'est un truc qu'elle dit, que j'ai lu de sa part en interview, de la part de Jessica Genus. Et je te posais la question là, je vous posais la question là parce que en fait, le politicien qui arrive à l'hôtel et qui vient parler en français et essaye de parler bien français avec des bons termes, tout ça. Genre l'Académie française serait tellement fière de lui. Et j'ai l'impression, je sais pas s'il sait pas parler créole. Tout le monde parle créole haïtien. Ah, donc il fait semblant en fait, c'est juste ok. C'est quand on parle français, on a réussi. Ok. C'est ça. On est dans la classe au-dessus, quoi. Ouais. Pour faire écho à ton histoire, en plus, j'ai une cousine aussi qui a eu son frère qui était malade pendant un moment. Donc, on est parti à l'hôpital. Et quand elle est partie à l'hôpital, au début, il ne voulait pas s'occuper de son frère. Et quand elle a parlé en français, ils ont daigné en fait, à s'occuper de lui. Et elle m'avait dit, naïvement d'ailleurs,
Ah bah dès que je leur ai parlé comme ça, ils ont compris que voilà, il fallait pas que voilà, they mess with me quoi. Mais je trouvais son histoire assez triste au final parce que du coup toutes les personnes qui attendent à l'hôpital et qui peuvent pas parler français, bah en fait c'est des personnes du coup qui représentent la sous-classe alors que on est littéralement sur le territoire haïtien quoi. Ouais, c'est très intéressant et très marquant sur même du coup la révolution elle peut pas se faire je commence déjà par être sécession. J'arrête. Waouh, c'est un podcast apolitique, je le rappelle. Je retiens ce que je dis. Du coup on va changer de sujet avant que ça dérape. Le deuxième sujet c'est la présence de personnages féminins forts et extrêmement différents en fait. Et du coup, je l'ai présenté. Le premier personnage féminin, c'est Freda. Freda, qui est du coup l'étudiante en anthropologie qui représente un peu la tête de sa famille, enfin la personne qui a le... Alors, je dis pas qui a un cerveau, parce que les autres aussi ont un cerveau, une manière de penser différente, mais en fait, on réfléchit en fonction des armes qu'on nous présente et qu'on nous donne. Il y a sa sœur, qui s'appelle Esther, qui est beaucoup plus, on va dire, qui est une fille qui est, alors comment je vais la présenter Plus de liberté. Oui, voilà, qui a beaucoup plus de liberté et qui le montre sa liberté et qui est plus claire de peau. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour l'histoire du film, parce que c'est quelque chose d'intrafamilial, quoi. Deux sœurs qui n'ont pas du tout la même carnation, donc elles ne sont pas traitées de la même manière par la société et même à l'intérieur de leur famille. Et le dernier personnage féminin fort, c'est Jeannette, qui est la mère, qui est une femme qui essaye de s'en sortir avec toutes les choses qu'elle a vécues et les choses qu'elle a endurées dans son passé et qui n'a pas forcément le temps de... C'est quoi ce bruit? Vous l'entendez, ce bruit ou pas? Ah non, c'est mon micro. Wow, ok. Ah mince, non, on l'entend pas. Ok, bon si vous l'entendez pas, c'est que... Ok. Et du coup, le troisième personnage, c'est Jeannette, qui est la mère d'Esther et de Freda. Ouais, Ça t'a fait... Tu peux tout recommencer. Freda. Et oui, du coup, qui tente de s'en sortir et qui tente aussi de faire s'en sortir ses enfants dans le chaos qui est la période actuelle. Parce que comme on l'a parlé au début, le film démarre sur alors, du coup, c'est le carnaval. Et en fait, à la fin du carnaval, il y a une fusillade. Et du coup, en fait, la fusillade, c'est quelque chose qui est quotidien. Enfin, j'exagère peut-être en disant que c'est quotidien, mais c'est quelque chose qui est prégnant et qui est dans la tête, du moins tous les jours, de ces personnes. Du coup, s'en sortir, c'est quelque chose d'urgent. Donc, des plans sur la comète sur 10, 15, 20 ans, comme les études, c'est pas forcément quelque chose qui est réfléchi de la même manière pour tout le monde, quoi. Donc, chacun des profils est intéressant et chacun des profils mérite du respect de la complexité. Et du coup, moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'imbrication des trois personnages et de leur relation? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et que vous avez vécu et connu par rapport à vos proches? Allez. C'est parti. Donc, je pense que c'est quelque chose de réel, puisque moi, je l'ai vécu, puisque d'ailleurs, mes parents n'ont pas pu vivre ensemble à cause de ça, puisque ma mère vient de Fonday blanc, où les blancs ne se sont pas mélangés et qui sont restés entre eux. Et mon père va devenir de Fonday nègre, là où les nègres costauds, travailleurs, ont travaillé, ils ne se sont pas... C'est des nègres. Donc, à partir de là, la couleur de peau, ma sœur qui est ma demi-sœur, hein, c'est une réalité, hein, parce qu'Esther, c'est une d'un autre père, etc. C'est des demi. Et à partir du moment où c'est la mère, le demi n'existe pas. C'est ça. Voilà, le demi n'existe pas. Donc, celle qui sera claire de peau pourra s'en sortir parce qu'elle a la beauté en elle. Et celle qui est noire devra faire des études pour s'en sortir, parce qu'il restera que l'esprit pour sortir. Sacrifice. Voilà.
Donc, et quand on voit cette Esther qui est finalement, pour moi, le vrai sacrifice, c'est elle qui est mise en pâture, puisque elle devra se vendre quelque part pour pouvoir sortir. Et cet espoir que toutes les mamans haïtiennes, hein, j'en en retire aucune, Ouais, totalement. même moi qui suis maman. Donc, l'histoire, c'est pour réussir, faut avoir marié ses enfants, en fait. Et marier ses enfants avec des bonnes familles pour qu'eux, ils puissent s'en sortir mieux que soi. L'idée que la femme va s'en sortir seule, en fait, c'est tout le contraire de notre société dans laquelle on vit, nous, puisqu'en fait, la femme ici, elle est en général l'épouse de quelqu'un, et alors qu'en Haïti, c'est la femme qui fait vivre la famille. Donc, elles ont tout souvent le petit commerce à côté, et ça remonte depuis l'esclavage. Les hommes étaient juste des géniteurs. Donc, les femmes devaient s'occuper des enfants seules. Ensuite, les hommes étaient revendus, etc. Et pour pouvoir procréer. Et en fait, ce système-là est resté très ancré en Haïti et même, je dirais, dans les Caraïbes, en parlant de Martinique, Guadeloupe, puisque les femmes sont souvent seules. Et pour s'en sortir, oui, donc le commerce, si tu ne peux pas faire le commerce, il faudra trouver un système D, Esther, système D, pour pouvoir soit avoir un diaspora qui pourra te donner de l'argent pour sortir, mais tout est dans la séduction, tout est dans le mensonge, j'oublie qui je suis pour pouvoir plaire à l'autre. Le mot s'en sortir, c'est comme ça que moi je le vois. Et aussi, même dans la bataille de l'indépendance, les femmes comme Henriette, qui va être métisse, va être... je ne vais pas dire ce mot-là, mais la femme qui ira avec les militaires et les colons pour pouvoir avoir les stratégies. Et c'est elle qui va ramener toute la stratégie des militaires parce qu'on va lui faire confiance, parce qu'elle est métisse, parce qu'elle est avec tout le monde et comme on croit qu'elle est prostituée, donc on ne s'imagine pas qu'elle a de la pensée et qu'elle est capable de lire une stratégie et qui va ramener au nègre marron toute la stratégie des militaires. Et c'est comme ça que démanteler en fait la femme... la femme a toujours eu un rôle depuis la mère de Dessalines. Quand la mère de Dessalines, je crois, va mourir, ça va être Victoria. Il y a voilà. beaucoup de noms qui sont donnés. Est-ce que tu peux nous dire qui est Dessalines, s'il te plaît? Dessalines, c'est le père de l'indépendance d'Haïti quand Toussaint Louverture sera capturé, etc. Et cet homme-là, c'est une femme qui va l'élever, qui s'appelle Victoria Montou, qui va lui donner la stratégie, la révolte, qui va lui inspirer la révolte. Et il y a toujours une femme. La femme en Haïti n'est pas derrière, mais sur le côté, même si on parle peu de nous, parce qu'on est dans un système patriarcal. Oui. Voilà. Oui, comme on a pu parler de Boukman, mais qu'on n'a pas parlé de Fatoumane, par exemple. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est... Je veux bien que tu expliques un petit peu. Qui est Boukman, qui est voilà. Fatoumane? Alors, en fait, aussi, on peut parler aussi de père et de mère spirituels aussi par rapport à la révolution haïtienne, parce que c'est des personnes qui ont participé à la cérémonie du bois caïman, qui est arrivée justement lors de la révolution, la prise de la liberté. Voilà, oui, c'est important, surtout pour Jessica. Donc du coup, oui, c'est très intéressant. Ils ont joué un rôle phare aussi lors de cette révolution, surtout parce que la révolution s'est passée aussi avec une prise aussi spirituelle avant tout, et avec l'appel des ancêtres pour pouvoir reprendre le dessus sur les colons en Haïti. Et du coup, de ces deux personnages-là, surtout Boukman, on va dire, on construit tout un mythe en fait autour d'eux. Et c'est vrai qu'on va parler beaucoup de Boukman parce que c'est un personnage aussi qui intrigue beaucoup de par sa force et la façon dont il est compté dans les récits. Et Fatoumane aussi était du coup une prêtresse également elle a été princesse aussi pendant du coup un certain moment. Et c'est intéressant de voir que oui, derrière chaque révolution se cachent aussi les femmes en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, elles ne se cachent pas beaucoup parce qu'on les voit, mais c'est juste que dans l'histoire, on choisit de raconter un peu cette vision assez patriarcale en fait, de la révolution, mais qui commence
pour moi dans les racines, à savoir Haïti. Et même Haïti est représentée comme une femme en général, parce que justement c'est maman Haïti, et je trouve ça très très intéressant de voir le contraste qui a été fait aussi dans le film avec ces trois personnages là, parce que du coup la mère, c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup marqué moi, parce que j'ai vécu avec ma grand-mère qui est un peu le pilier en fait de toute notre famille, et qui a du coup on va dire participé à on va dire l'ascension en fait, parce que justement pour parler de cette idée de réussite, on parle d'ascension quand on est parti à l'étranger, quand on a ramené de l'argent. En fait, l'argent dans une idée on va dire assez coloniale et du coup capitaliste et synonyme de réussite pour les Haïtiens, parce que du coup on vit dans une précarité pour justement la plupart, et c'est justement la recherche de cette richesse qui est assez paradoxale, parce que chaque Haïtien sait que la richesse c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on sait très bien, mais justement on va mentir un peu et pour arriver à une ascension plus sociale plutôt que spirituelle. Mais du coup le personnage de sa mère, du coup Jeannette, est très intéressant pour moi, parce que du coup elle est quand même assez forte, mais on sent quand même une forme de faiblesse en fait émotionnelle qui est traduite dans le film, et c'est ça qui est assez intriguant, parce que du coup je sens sa mère assez perdue dans ses convictions, assez perdue dans sa vie en général, assez perdue aussi dans la lignée qu'elle va donner à ses filles, et d'ailleurs Freda va lui reprocher à un moment quand du coup Esther revient et qu'elle a été battue, elle va lui reprocher, elle lui dit mais là tu recommences en fait. Donc elle est aussi, et même dans le poème à la fin du film, quand elle s'adresse à sa mère et qu'elle lui dit moi j'ai appris à vivre comme ça, tout comme moi d'ailleurs, qui a appris à vivre avec toutes ces constructions sociales que les mamans haïtiennes ont, mais on aime en fait à travers la douleur. Donc c'est assez tragique, mais j'aime beaucoup comment Jessica Généus l'a introduit, parce que y a l'émotion avant la douleur. Et c'est très important pour moi d'avoir une vision comme celle-ci. Et là, sur le côté totalement perdu de la mère, moi, ça me fait penser à une scène, la scène où elle se présente auprès du pasteur. Incroyable. Vraiment, cette scène, elle est très, très importante. Ouais, totalement. Parce que ça m'a marqué aussi. Alors déjà, moi, j'ai trouvé que c'est un pasteur qui est blanc, qui va en Haïti, qui parle créole haïtien, du coup. Avec un accent anglais aussi, parce que c'est la présence américaine aussi sur le territoire. C'est ça. Et en fait, quand elle présente, la maman, elle est très contente de pouvoir présenter ses enfants au pasteur. Et en fait, quand elle présente ses différents enfants, elle donne les noms, elle dit le nom de Freda. Et elle s'excuse. Elle s'excuse directement. Ouais, voilà. Elle dit que c'est parce qu'avant, je ne savais pas que le bon côté, c'était la spiritualité. C'était cette l'évangélisme. De voir la spiritualité. D'ailleurs, Freda, elle est encore excellemment drôle. Totalement, mais elle intervient directement. genre comme la prêtresse vaudou. Ou comme elle n'a pas peur de le dire. Parce que la mère, elle hésitait un petit peu. Elle dit elle s'appelle Freda, comme. Je sais pas trop. Et du coup, tu sens que, en fait, son chemin, il est passé par plusieurs endroits. Enfin, il a été sinueux, quoi. C'est pas une ligne droite ce qu'elle fait. Et que du coup, ça me fait penser à un truc que encore Jessica Généus, du coup, vu que l'épisode parle de cette personne, c'est normal qu'on fasse beaucoup référence à elle, où elle disait que, alors, les chiffres, ils sont peut-être plus bons actuellement, mais elle disait que 70% de la population est catholique, 30% est protestante, mais 100% de la population est vaudou. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Enfin, on va peut-être en reparler. Là, je ouvre peut-être une porte pour tout à l'heure, mais que, en fait, il y a une sorte de... je sais pas si c'est amalgame, mais de liaison où, en gros, il y a la foi... alors, là, c'est une analyse d'Aristide, je ne l'ai pas lu quelque part, donc si c'est faux, n'hésitez pas à me le dire, je ne serais absolument pas vexé, mais qu'il y a une sorte de la spiritualité entre guillemets, je ne sais pas si c'est colonial ou la spiritualité qu'on doit montrer, qui est la religion importée par le colon, et il y a la religion interne, familiale et intrafamiliale qui serait plus... Tu vas en parler, Berry ?
Non, en fait, ouais, juste pour rebondir sur ça, enfin, plutôt, moi, ce que j'ai compris de ça, c'est plutôt l'aspect culturel, en fait, du vaudouisme qui se diffuse dans tous les aspects de la vie d'une personne haïtienne, plus que qui dépasse un peu la question, enfin, spirituelle, quoi. Ouais, totalement, c'est devenu culturel. Mais pour moi, c'est les deux. Mm. Vous avez tous les deux raison. Oui, C'est l'école des fans. Vous avez tous les deux raison dans le sens où c'est toute la complexité de l'haïtien. Mm. C'est ce côté, en fait, d'ailleurs, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est ce pasteur qui parle créole alors qu'il est blanc, parce qu'en fait, l'haïtien, à la base, est révolutionnaire. Donc, pour pouvoir lui présenter quelque chose, il faut parler sa langue. Donc, on lui a ramené sur un plateau ce christianisme en parlant sa langue, en fait, en lui disant que, voilà. Donc, j'ai trouvé très intéressant qu'on ait mis cette notion-là. Et en fait, l'haïtien est complexe. Quand tout va bien, il est christianiste. Quand il faut se soigner, il n'ira pas voir un médecin, il ira voir un médecin feuille, puisque le vaudou, en fait, le vaudou n'est pas une religion en Haïti, mais un mode de vie, en fait. Totalement. Oui. Je sais que vous avez tous les deux raison. C'est ça, c'est très diabolisé, alors qu'en réalité aussi, il y a quelque chose de totalement vaudou dans l'univers haïtien en général, même dans la façon de parler, dans les croyances, dans les proverbes. Il y a quelque chose de naturel, en fait, totalement. Donc, c'est vrai que ça fait peur, mais qu'à une personne qui n'est pas haïtienne, en fait. Tout en sachant que en fait, il y a toute cette dimension où je suis libre grâce au vaudou. Ah oui. Mais en même temps, les sans-mêlés, je vais les appeler comme ça, moi, pour ne pas mettre des catégories. Les sans-mêlés, quand ils sont, une fois que l'indépendance a eu lieu, les sans-mêlés ont voulu que ça soit, qu'on devienne des chrétiens, etc. Donc, on a fait en sorte d'effacer cette partie de nous-mêmes, en fait, qui finalement, intrinsèquement, l'haïtien l'est, qu'il le soit, que c'est un mode de vie. Donc, il n'y a pas moyen de s'en sortir, quoi. C'est un mode de vie. De le délier de ce qu'on est. Ouais. C'est partie intrinsèque de la personnalité. Les chrétiens ne seraient pas d'accord, mais... Moi, je suis née chrétienne, donc j'ai appris aussi à déjà reconnaître aussi mon identité en tant que personne née chrétienne, parce que je trouve que ça donne aussi beaucoup de réponses sur qui on est et surtout la façon dont a été apportée la chrétienté en Haïti. C'est pas quelque chose qu'il faut nier, en fait. Faut totalement... En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que chaque détail fait une personne et chaque personne est assez unique. Et en Haïti, il y a juste... plein de personnes qui sont assez uniques de par leur histoire, et c'est important de regarder aussi dans toute sa globalité, parce que une personne qui a grandi avec un rapport assez catholique, vaudou, n'aura pas du tout la même réflexion sur beaucoup de choses. Donc je pense que c'est important de remettre aussi en lumière cette pluralité des personnes noires en général, parce que ça montre aussi notre individualité dans une communauté qui, en tout cas sociale en France et en Europe, qui a tendance à nous réduire. Ouais, ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans le film et dans la vie en général, c'est que c'est complexe, en fait. Ça, c'est un truc qui manque dans beaucoup d'œuvres. Parce qu'elle s'y rend, en fait, aussi, Freda, à l'église avec sa mère. C'est limite par respect, en fait, qu'elle y va, et elle a quand même ce côté assez rebelle en elle, et c'est toute la complexité dans le fait d'être une personne haïtienne, d'être aussi libre, de faire ses études, mais en même temps de tenir le magasin de sa mère. C'est beaucoup de choses qui tiennent au respect, en fait. Et pendant ce temps-là, le frère, lui, il est tranquille. S'achète des baskets. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Moïse, avec un nom aussi symbolique. Parce que, c'est vrai que... On parle beaucoup des personnages féminins, mais après, on va mettre du sel un petit peu. Mais c'est vrai que Moïse, pour moi, sa présence, elle symbolise quand même aussi quelque chose. Elle raconte beaucoup de choses, même si dans le film, on ne voit pas beaucoup. Oui. Est-ce que tu vas en parler maintenant, Berry, de ça? Let's go, Berry. Si je parle maintenant, ça veut dire que ma chronique, elle disparaît, c'est ça? Ah, ok, bon, si on veut commencer comme ça, une petite pause. Donc, Berry, là, on a parlé de la famille, on a parlé des différentes personnes qui composent la famille. Et d'ailleurs, on n'a parlé que de 3 personnes de la famille. Il y en a un autre qui est là, dont on n'a pas parlé, un certain Moïse, qui, lui, quand même, il vit une belle vie, complètement. Enfin, bon, ça, c'est un truc que je ne veux pas avancer. Mais est-ce que toi, tu peux me parler des différences qu'il y a dans la famille et ce que tu as observé, toi, dans le film?
Oui, alors du coup, je pense que déjà vous avez très bien parlé des trois femmes de la famille qui sont Jeannette, Esther et Freda. Et ah, ok. Ouais. Donc oui, donc du coup, en fait, le lien que je voulais faire, c'était leurs interactions au sein de la famille. Et du coup, vous aviez décrit la mère, Jeannette, comme quelqu'un qui était assez en retrait, mais en même temps qui a décidé de jouer enfin, dans le film, de jouer essentiellement le rôle de la mère. Euh, et, euh, et, et dans le film, personnellement, moi, j'ai perçu comme un espèce de sacrifice de sa part, dans le sens où sa manière de survivre, en fait, sa condition, c'est la condition de femme, c'est aussi être mère et en tout cas assurer un avenir pour ses enfants et peut-être, enfin je sais pas, peut-être réparer les erreurs qu'elle aurait pu commettre. Ou en tout cas dans le film, je trouve que c'est bien mis en avant. Et après, c'est à libre interprétation. Euh, et du coup, après, il y a le personnage de Freda qui, pour le coup, elle, fait des études d'anthropologie et qui n'a pas la langue dans sa poche et qui est aussi un espèce de pilier limite naturel de la famille et qui permet à tous les autres membres de la famille de pouvoir aussi, j'ai l'impression, exister. Et aussi, c'est aussi un espèce de filtre par lequel les autres membres de la famille passent pour, pour aussi faire exister la mère. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que si je peux parler de mon parcours personnel, en fait moi je suis le deuxième fils de la famille, enfin le deuxième enfant de la famille. J'ai une grande sœur qui est la première et du coup elle est partie assez tôt de la maison et du coup moi je me suis retrouvé comme le grand frère en fait par mon éducation je me suis retrouvé naturellement à devoir endosser le rôle de pilier et de guide entre guillemets pour mes autres frères et sœurs, mais c'est pas quelque chose qui s'est créé de manière concrète en fait. Ça s'est fait juste comme ça parce que il y avait des conditions réunies où je me disais que par rapport à mon tempérament, si moi je le fais pas, qui le fera en fait. Et j'ai l'impression que Freda, elle est un peu aussi dans ces mêmes stratégies en fait de vouloir sauver les meubles, en tout cas dans sa famille, et de pouvoir permettre à celle-ci de pouvoir, enfin à tous ses membres de pouvoir s'épanouir à leur manière, même si elle entretient une certaine colère pour sa mère, quoi. Ensuite, et je voulais aussi rebondir sur le fait qu'on en parlait avec toi, Marie-Michel, du fait que Freda est métisse. Tu la considères comme une métisse Esther. Ah non, tu parlais pas de Freda qui était... Non, la figure de Freda. La figure, oui, la de figure, en Freda. fait, je pense que c'est ce que Jessica a voulu faire, mais dans tout le film, en fait, mettre les Haïtiens devant leur comment dire, pas les problèmes, mais les problèmes de notre société, en fait, toute cette... déjà, un bon film, pour que ça soit un bon film, il aurait fallu que ça soit en français. Donc là, c'est en créole, mais quand même, il a été... c'est un bon film. Ensuite, on a la Freda, qui est finalement Erzuli Freda, qui est normalement la divinité. Donc en Haïti, les divinités, on les appelle Loa, donc qui est en fait une divinité métisse. Belle femme, très claire de peau, longs cheveux, etc. Et qui représente l'amour, en fait, la déesse de l'amour, l'incarnation. Et finalement, on va mettre
en sachant que c'est des divinités africaines, comment elle peut être métisse, comment elle peut incarner cette image qu'on a de Freda. Et je pense qu'en mettant Freda, l'actrice qu'elle a mis, ça permettait de dire, mais en réalité, notre vraie Freda, c'est celle-là, en fait. C'est celle qui va réussir à l'école, c'est celle qui va vouloir porter le pays sur les bras pour pouvoir... Il n'y a que les études qui nous permettra de nous en sortir et nous montrer cette incohérence qu'il y a autour de la langue, de la couleur de la peau, et que finalement, la Freda qu'on nous montre, c'était Esther, en fait. Pour moi, c'est Esther qui représente vraiment Erzulie Freda, en fait. Voilà. Ah, ok. Et du coup, c'était très concis. Du coup, pour revenir sur la question de justement Esther, qui est un personnage qui est plus clair de peau que Freda, et aussi, du coup, elle est issue d'une autre relation de Jeannette. Dans les faits, on va dire qu'elles sont demi-sœurs, mais c'est pas une question posée dans le film. Du coup, ils font famille malgré ça, entre guillemets. Et j'ai trouvé ça intéressant du fait que ce soit pas du tout évoqué, en fait. Et que, en fait, cette question, elle émerge seulement lors des conflits entre les deux sœurs, entre guillemets. En fait, je pense qu'elle n'est pas évoquée parce qu'en fait, elle dénonce encore autre chose, c'est le blanchiment de la peau. Donc, on ne sait pas trop si Esther se blanchit la peau ou si elle est issue. Donc, on laisse, parce qu'il faut traiter tous les sujets du colorisme. Voilà. Ah, ok. Ouais, très intéressant. Du coup, cette question aussi, je me la suis posée dans le film par rapport à leur interaction, parce que il y avait par exemple un moment dans le film où en fait, Esther parle d'une relation qu'elle a avec quelqu'un issu de l'aristocratie, etc. Ils sont sur un toit et elle fume, etc. Et elle a une manière de se mouvoir assez sophistiquée, on va dire. Et Freda, à ce moment-là, elle dit ah, tu deviens de plus en plus blanche là, tu te blanchis un peu, tu vois. Et j'ai trouvé ce qu'elle disait super intéressant, parce qu'il n'y a pas que la question de la couleur de la peau. C'est pas qu'une question de couleur de peau, mais c'est aussi une question sociale, en fait. Une question de la manière de se comporter, la manière de réfléchir. Met en avant une question sociale plus qu'une question de couleur de peau. Et du coup, tu peux être clair de peau et considéré comme une personne d'une classe inférieure. Mais le fait que tu sois clair de peau, ça évoque aussi le fait que par tes caractéristiques extérieures, tu seras considéré directement comme quelqu'un d'une classe plus aisée par essence. Et je trouve que dans le film, il y a pas mal de moments intéressants où cette question est évoquée. Et du coup, je voudrais parler du colorisme. Mais du coup, comme moi, on va dire que dans une autre vie, j'avais fait des études de sociologie, entre guillemets. Tu vois. Enfin, c'était notre vie, etc. C'était dans cette vie, en plus. Non, on a tous plusieurs vies, en fait. Mais, du coup, j'ai voulu prendre une définition d'un auteur haïtien. Et du coup, surtout d'un politique haïtien qui est Jean Romain. Je ne sais pas si vous... Oui. Jean-Jacques Romain. Et du coup, il parlait du colonialisme comme c'est une forme d'oppression économique qui se traduit politiquement et socialement, héritée de l'esclavage, où la valeur des personnes noires se faisait aussi selon leur carnation. Et du coup, cette définition, elle englobe la carnation, mais elle englobe aussi la question sociale. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte quand on parle de colorisme de manière générale. Mais on reviendra sur ce point un peu plus tard, parce qu'il y a quelqu'un sur qui on doit parler aussi. Donc c'est le petit frère qui s'appelle Moïse. Et du coup, en fait, la question de Moïse, elle est intéressante parce que en gros, les trois personnages femmes, qui soient Esther, Freda et Jeannette, en gros, ce petit frère-là, ils essaient en fait de l'aider à pouvoir faire ses études à l'étranger, et ils mobilisent en fait toute leur énergie pour ça, parce que il y a sa question de
de condition d'homme qui, en gros, qu'il faut aussi, entre guillemets, encadrer. Mais d'un autre côté, Moïse aussi, dans son comportement, dans sa manière de faire, dans sa manière d'exister dans le film, montre que lui ne fait pas d'efforts. Et du coup, et aussi comment dire, se noie dans une forme de dilettance qu'on voit de manière perpétuelle, quoi. Et du coup, moi, avant d'évoquer mon point de vue, je voudrais savoir quel est votre point de vue, vous, sur le personnage de Moïse. Sortez les piments, c'est parti. Moïse, est-ce que je les entends? Alors du coup, le personnage de Moïse, en tout cas pour moi, j'ai trouvé que c'était assez réaliste, en tout cas de comment l'homme et la position de l'homme, on va dire, dans la société haïtienne, qui, lui, bon, il ne faut pas oublier non plus que l'homme, dans la situation, dans la culture haïtienne, a quand même aussi une complexité et aussi une position assez délicate aussi, on va dire, économique et sociale. Mais c'est vrai que au sein même de la communauté haïtienne, l'homme a un peu cette place un peu de roi. C'est-à-dire, on questionne plutôt son avis et c'est une figure assez patriarcale, on va dire, une vision assez patriarcale qui pèse aussi sur le dos des femmes qui sont les vrais piliers en fait de la société haïtienne. Donc Moïse, il représente totalement ce qu'on attend de lui, à savoir un homme qui ne se soucie pas de son destin parce qu'il sait que les femmes s'en occupent. Tout simplement. Et il a un peu cette vision assez... pour moi, c'est une façon de vivre assez naïve. Parce que du coup, on le voit aussi, un extrait où Freda part récupérer sa maman au marché. Et après, ils reviennent du marché, ils sont à la boutique. Et puis, elle lui dit, tu vas pas m'aider à ranger tout ça. Et il dit, ah non, j'ai d'autres trucs à faire, quoi. Et c'est dingue de se dire que voilà, il est là juste pour poser et puis se partir et puis laisser les choses comme ça en plan. Alors que dans la société haïtienne, il y a un peu cette espèce de voile qui dit que les hommes sont forts, sont grands et ils représentent une grosse... je trouve que ça prend beaucoup de place parce qu'en réalité, c'est beaucoup de femmes qui sont derrière leurs exploits. Et justement, la question de l'homme fort dont tu parlais, c'est dans le film, de manière générale, justement, elle est mise en question par les différents hommes qu'on voit, notamment l'artiste, le petit ami de Esther. D'Esther, ouais, totalement. Qui est poète. Oui, qui est poète, oui. Celui qui est poète, c'est... Yoshua, je disais juste le prénom. Ah, ok. Ah non, ça c'est... Ah d'accord, pardon, désolé. Ça c'est le petit ami de Freda. De Freda. Oui, c'est ça. Avec les locks, tu parles. C'est ça exactement, le poète. Ça, ouais. Et oui, et qui du coup, lui, pendant le film, on voit beaucoup sur la question de sa sensibilité et qu'il en prend en ça, que ça ne lui pose pas de problème. Ah oui, et du coup, oui, et du coup, il y a un autre personnage du coup de DeFi, oui, DeFi, qui est le petit ami de Freda. Et qui évoque aussi une autre... Pourquoi tu m'as... Ah, parce que, en fait, je voulais te redonner le truc. Oui, ça c'était le bon prénom du coup. C'était le bon prénom. Celui Ok. d'Esther. Donc je vais recommencer. Attends, on a repris. C'est moi. Toi, t'avais fini sur Sur les hommes. Sur les hommes. Ouais, j'ai fini. J'ai rien dit, même pas parlé des petits amis. Je vais juste recommencer sur... Sur le petit ami d'Esther. Le petit ami d'Esther, ouais. Et donc, du coup, le petit ami d'Esther, qui est DeFi, qui, pour le coup, lui, met en avant un côté un peu plus sensible et qui, pour le coup, n'est pas du tout remis en question dans le film. Et j'ai trouvé ça très intéressant par rapport à ce que tu disais, par rapport aux hommes forts qui sont surreprésentés et considérés comme une forme de norme en Haïti. Comme aussi le petit ami pour le coup de Freda qui est artiste, je crois qu'il est architecte aussi, je suis pas sûr, et qui lui aussi met en avant ce côté aussi sensible du fait que il a vécu en Haïti la violence
il veut emmener Freda avec lui parce que pour lui, il ne considère pas Haïti comme un pays où il peut s'accomplir, en fait. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça contraste aussi avec le personnage de Moïse qui, pour le coup, n'est pas très présent. Mais il y a l'autre versant où tu as des hommes présents qui évoquent aussi leur aspiration pour le futur. Et c'est aussi important de le voir, même si c'est un film où sont beaucoup mis en avant les questions de sororité, ce qui est logique parce que c'est pas des... la question de les imaginaires qu'on a par rapport à Haïti, ils sont beaucoup positionnés par rapport à des figures masculines. Et donc, le fait pour Moïse, donc je vais revenir à Moïse, le fait pour Moïse de ne pas être beaucoup présent, pour ma part, m'évoque quelque chose, parce que quand il finit par partir, les femmes, notamment Freda et Esther en parlent elles-mêmes, parlent aussi d'un manque, parce qu'il représentait aussi quelque chose d'affectif, il représentait tout simplement une vie, et nous, en tant que spectateurs, on a seulement accès au moment où il est pas présent, mais si ça se trouve, il a été présent à d'autres moments dans leur vie, émotionnellement parlant, mais dans le film, en fait, on ne peut pas les voir parce que peut-être c'était pas les moments les plus marquants, ou c'était pas les moments que la réalisatrice voulait mettre en avant dans ces films-là, quoi. Et là, du coup, j'avais une étude qui parlait justement des questions, et là, ces études, je vous les mettrai dans la description pour que vous ayez plus de détails sur ça, mais en gros, ces études parlaient du fait que il y avait en fait plus une affinité pour les hommes, justement, de délaisser les questions dans les relations familiales, justement, de délaisser les rôles pour les laisser aux femmes, parce que ils estimaient que qu'il n'y avait pas leur place, et ils estimaient ça de manière entre guillemets dans leur tête naturelle, alors qu'il y a plus une construction liée à l'histoire, comme Marie-Michel en parlait tout à l'heure, l'histoire de l'esclavage, qui a fait que les hommes étaient mis de côté, qu'ils étaient considérés que comme des êtres reproducteurs, alors que pour les femmes, il y avait la question aussi de prendre soin des enfants, etc., quoi. Pour l'instant, c'est ces questions-là que je voulais mettre en avant. Je voulais rajouter quelque chose sur DeFi, parce qu'il faut le décrire un petit peu, DeFi, parce que c'est important, je pense, dans la narration. C'est que c'est un homme qui porte des vêtements, on va dire, je ne sais pas comment appeler ce style, mais on va dire détendu, entre guillemets, et qui a des locks. Et du coup, face à la mère, alors j'ai la chanson de Calogero, face à la maman de c'est horrible. Et donc face à la mère, il y a le fait que il paraît beaucoup plus délinquant, et elle le présente comme quelqu'un qui n'est pas un homme accompli et qui va lui permettre de faire des choses cohérentes. Et même Freda, tu sens que dans la manière dont elle traite les deux personnes, les deux relations amoureuses qu'Esther a dans le film, entre l'homme qui a l'air qui présente moins dans ce que l'intelligentsia voudrait qui se présente, mais qui a beaucoup d'amour à donner et beaucoup de sentiments à donner, et il montre vraiment de la sensibilité, de la sincérité. Vraiment, il ose se mettre, briser sa carapace et se mettre minable, et c'est pas un truc dont il a honte. Face à la deuxième personne avec laquelle il va se marier, qui porte des beaux costards, qui parle le français de Molière, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment très bien, et que du coup, en fait, le choix est totalement pragmatique, en fait, et ça me fait penser à une phrase qui est dite dans le film, où il y a une dispute entre Freda et Esther. Et Esther, Freda lui dit à Esther, tu penses vraiment que tu vas être heureux avec ce type-là, même s'il se présente bien? Et ce à quoi
Esther répond, mais en fait, j'ai pas envie d'être heureuse. Moi, je veux m'en sortir. Je veux juste m'en sortir, en fait. Et qui t'a dit que je voulais être heureuse, ouais. C'est assez... c'est une scène assez triste, en plus. Ouais. Et ça me fait penser à une interview où Jessica Janaeus, elle disait que sur place, elle pensait que les gens allaient avoir plus d'empathie pour Freda, mais que les gens sur place, ils me disaient, bah ouais, ils avaient plus d'empathie pour Esther, parce qu'ils disent que Esther, en fait, c'est elle qui prend les choix difficiles et qui est capable de mettre sa vie en jeu pour le bien fondé de sa famille, quoi. Et oui, et pour le coup, Esther aussi est un personnage intéressant parce que elle a conscience aussi de sa condition, en fait, du fait que sa condition en tant que personne claire de peau, en fait, tu ouvres des portes. Et sa mère aussi en a conscience parce que elle considère que, en fait, elle sera accomplie si elle se marie ou elle est en union avec quelqu'un d'un statut plus élevé, et que ce sera plus facile pour Esther d'avoir accès à ça que pour Freda, qui est plus foncé de peau, quoi. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose. En plus, là, on est en train d'ouvrir plein de tiroirs. Ouais. Mais que sur les sacrifices, en fait, on voit que sur la famille des 4, la mère, elle est capable de se sacrifier pour sa famille dans sa manière de travailler, dans sa manière de tout mettre en place. Esther, elle est capable de se mettre en danger personnel pour le bien de sa famille, pour permettre à tout le monde de s'en sortir. Freda, elle est capable de faire ses cours, son taf, tout ça pour s'en sortir. Et Moïse, il a des nouvelles chaussures. C'est ça. Et en fait, si vous regardez dans ce que vous dites, il y a une chronologie. Freda, à l'instant T, aide la famille. Esther va aider plus tard. Et Moïse, une fois, parce qu'en général, comme l'école est payante, on envoie les petits garçons à l'école. Et c'est Moïse, quand il va réussir, qui va aider toute la famille en Haïti. Pour ça qu'on ne montrait pas sa présence, pour montrer quand la diaspora n'est pas là, il y a un manque, en fait. Il y a des vrais drames dans les familles de séparation, en fait. Et donc, chacun a son rôle à un moment clé dans la famille, en fait. Puisque la famille, c'est pas juste la famille. Et là, on n'a pas les grands-parents. En général, on a aussi les grands-parents. Donc, Moïse, on t'attend. Hein. Mais je suis pas sûre que c'est lui qui aurait dû être là aujourd'hui. La famille, elle t'attend au tournant. Faut donner. Il y a un autre truc sur Moïse, et c'est des choses dont vous parliez, c'est que Moïse, en fait, il va partir, on met de l'argent pour qu'il parte. Alors, je ne sais pas si c'est le fiancé de Freda, ou son petit ami, du moins, lui, il avait reçu une balle. Donc, il a vraiment beaucoup de raisons légitimes de vouloir se barrer du pays. Et en fait, les deux là, ils ont des visions différentes sur est-ce qu'on doit rester, est-ce qu'on doit partir. Il y en a un qui dit qu'il faut absolument partir. L'autre qui dit je dois partir, je partirai, mais il n'a pas l'air... En fait, il a l'air même pas acteur de sa vie. J'ai l'impression, Moïse, il suit en fait le mouvement qui a été décidé par d'autres. Et ça me fait penser à Freda qui, elle, en fait, elle a un attachement à Haïti qui est extrêmement fort. Et pourtant, tout est mis en place, j'ai l'impression, dans cette société pour qu'elle déteste ce pays et qu'elle se barre, en fait. Tout est fait pour qu'elle se casse. Et est-ce que vous pouvez me l'expliquer un petit peu, si vous le comprenez un petit peu, et voilà, quoi. On a dit qu'on était apolitique. Je pense qu'on a besoin de la terre d'Haïti sans les Haïtiens. Donc, ça commence des études, en fait. À partir du moment où tu fais des études, tu n'as plus rien à faire sur cette terre-là. Donc, ça commence par la langue. On ne la parle pas. Il faut faire des études dans une autre langue pour aller C'est pour ça qu'on a autant d'écrivains. Moi, j'ai ce souvenir où j'étais enfant, où je voyais quand je partais là-bas, et je voyais mon cousin... il avait lu tous les Molières, il connaissait Molière, mais c'est incroyable. Et tous ces poèmes. Voilà. Oui. D'ailleurs, quand ils arrivent, ils apprennent les cours aux profs, en fait. C'est ça, exactement. Donc, ils ont tout lu, ils ont tout vu. Et c'est pour ça qu'en fait, Haïti a autant, parce qu'en fait, Haïti est coincé, même le créole en lui-même. Moi, je me souviens et je pense que tu n'as pas vécu ça, mine de rien, mais je pense que finalement, tu t'en es pas rendu compte. C'est qu'en fait, quand moi, je suis arrivée à 4 ans, avec le créole qui était à la maison, je n'ai jamais été dans un dictionnaire.
Parce qu'en fait, tous les mots qu'on revenait, c'était des mots du 18e. Alors, je disais timidement, en créole, ça veut dire ça. Est-ce que ça veut dire... Il me disait, oui, exactement. Comment tu sais ce mot? Ah bon, on l'utilise tous les jours chez nous. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'intellectuels, en fait, sur ce petit bout de terre. Mais Haïti serait mieux sans les Haïtiens, pour certains. Ah oui, non, mais en fait, je prends aussi une scène où Freda, en fait, on sent aussi au niveau de l'université qu'il y a un peu cette question qui s'amène en fait de quitter le territoire, parce que justement dans son avenir, en fait, elle va devoir penser aussi à qu'est-ce qu'elle désire réellement. Donc elle s'accroche un peu à ses études et tout, mais il y a quand même une idée assez générale en fait sur tout son environnement, qu'il n'y a pas vraiment d'avenir sur le territoire, et encore plus violemment avec sa mère qui lui dit mais tu vois bien que même les gens qui excellent, ils quittent le pays. Et je pense que c'est assez violent aussi d'avoir sa propre mère qui voudrait par exemple qu'on excelle au niveau des études, qui nous dit clairement je pense que là tu devrais peut-être trouver un travail avant même de vouloir continuer tes études. En tout cas tu devrais pas en faire une priorité. Et je pense que c'est un personnage assez fort dans le sens où j'ai l'impression que Freda, dans toute la complexité, même dans sa complexité à elle, sans oublier la complexité des autres personnages, elle incarne la réalité de la politique en Haïti. C'est l'idée de qu'est-ce qu'on fait en fait de tous ces intellectuels qui sont sur notre territoire, parce que en réalité, même si on parle de révolution, on sait que la révolution qui se prend par la violence, c'est une révolution qui amène aussi à demander à tous les intellectuels de quitter le territoire, parce que c'est la première branche à laquelle on s'attaque quand on est sur un régime de dictature en fait, tout simplement. Donc c'est une complexité aussi qui résume un peu la réalité politique en Haïti, et c'est une question que se posent les Haïtiens en général en fait tous les jours, et c'est aussi je pense que ce qu'a voulu mettre en avant Jessica Généus aussi, c'est vraiment l'idée de rester ou partir. Voilà. Et c'est une question que, du coup, c'est pour ça il est un peu autobiographique ce film. C'est une question qu'elle se pose elle-même à plusieurs reprises. Et qu'on a vécu aussi quand nous, en tant que personnes haïtiennes, on a dû partir, parce qu'on représente aussi l'idée de... en tout cas, moi, je sais que je l'ai ressenti au cours de ma vie, en fait, tu es obligé de donner un sens à ta vie, parce que si tu donnes pas un sens à ta vie, tu oublies tous les gens qui se sont sacrifiés pour que tu puisses te retrouver ici. Et même dans l'idée de sacrifice, c'est encore plus complexe, parce que y a pas que des choses positives aussi qu'on a pris ici. Il y a aussi des choses négatives, et on n'a pas le droit de les remettre sur le tapis, parce que justement ce sacrifice-là, il a été décidé par quelqu'un qui avait besoin d'une ascension sociale, qui avait besoin d'oublier en fait cette souffrance, mais la souffrance elle est quand même là. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que même si on la fuit, elle est quand même là. Oui, c'est comme si tu avais gagné au loto et qu'en fait tu te dis mais les autres n'ont pas gagné, donc j'ai intérêt à réussir pour les autres qui n'ont pas gagné en quittant le pays, quoi. Oui, et du coup, cette souffrance, elle n'est pas traitée. Et du coup, il y a des schémas qui se répètent. Totalement. Et de ce que j'ai lu des études, en fait, c'est des études de Sophia et Gabrielle Gilbert, qui sont des chercheuses canadiennes, qui ont fait des études sur des hommes et des femmes haïtiennes. Et en gros, les conclusions qu'elles ont eues, c'est que en fait, il faudrait mettre en avant des structures spécifiques pour traiter cette question. Et ces structures devraient être prises en charge par les gouvernements en place. Et moi, je sais pas, je connais pas assez Haïti pour savoir si ces questions, en fait, la question aussi des traumas est vraiment traitée, en fait, que ce soit dans la question universitaire, mais aussi la question étatique. Est-ce que il y a vraiment des débats sur Haïti, sur la société haïtienne de manière générale, et les traumas qui s'engrangent et qui se perpétuent au fur et à mesure des générations? Moi, je dirais comment moi je le vis et comment le regard que j'ai dessus. Moi, j'ai le regard d'une jeune fille qui a été violée et qui a dû, une fois violée, elle a dû payer son bourreau parce qu'elle avait été pour lui dire merci de m'avoir laissé en vie, en fait. Et toute la partie trauma, moi je pense que ce n'est pas... D'ailleurs, on le voit bien, puisque l'homme est démissionnaire finalement.
Et même ce Moïse-là, quand il partira, puisque on a beau dire nos hommes, etc., on ne leur donne pas leur place, puisque n'oublions pas que c'est des femmes la plupart du temps seules et qui élèvent ces petits garçons. Ces petits garçons ne sont pas élevés par des hommes qui l'ont... Il n'y a pas le père pour Jeannette, il n'y a pas le père. Pourtant, je ne pense pas que les parents soient les... En tout cas, les hommes soient les mêmes pour chacun de ses enfants, en fait. Voilà. Mais il n'y en a aucun qui est là. Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est des femmes qui élèvent ces petits garçons-là. Et ce petit garçon de Moïse qu'on voit, elle a perdu, en fait, c'est qu'il est resté coincé dans l'enfant qu'il a été, parce que il est dépendant, en fait. Parce qu'en réalité, moi, je vois mon petit frère, malgré qu'on a été élevé en France, etc. Et c'est gros dramatique pour ma mère, parce que c'est le petit dernier. Parce que du coup, Moïse, on ne sait pas si c'est le dernier... C'est pour ça qu'on le traite comme ça, ou si c'est la place du garçon. Mais je pense que c'est les deux. Donc, quand je vois mon frère, je vois Moïse. Mon petit frère, oui, effectivement, il ne sait même pas bouillir un œuf. Donc, il est dépendant d'une femme. Donc, ma mère va vous dire, mais il a fait des études, etc. Mais il ne s'occupe pas de moi. C'est vous, les filles, qui... Je lui dis, mais maman, tu l'as élevé pour qu'il sorte de ton jupon, pour qu'il aille dans le jupon d'une autre femme. Donc, une fois qu'il sera dans le jupon d'une autre femme, il t'oubliera parce qu'il t'a remplacé. Et c'est ça tout le trauma dont on parle qui n'est pas soigné. Et moi, j'ai épousé un Guadeloupéen et je me suis rendu compte que ces traumas-là, on les transmettait à nos enfants, etc. Et quand j'ai voulu... ma fille va à l'école, etc. Et qu'on nous convoque, en fait, on nous convoque en disant oui, faudrait parler français à la maison. La petite, elle a des accents, etc. Et elle me regarde moi, parce que mon mari il est métis, clair de peau, etc. Elle me regarde moi en me disant faudrait arrêter de parler créole à la maison, etc. Et je la regarde et je lui dis, du coup, je dis rien, parce qu'en réalité, c'est pas moi qui parle, c'est mon mari qui parle, lui, qui porte le côté noir, créole, etc., qui revendique tout, et qui la regarde et qui dit, mais pourquoi vous vous adressez à elle ? Il dit, mais monsieur, vous avez les yeux bleus, nanana. Et elle lui dit, mais en plus, vous osez le dire. Et à ce moment-là, je lui prends la parole et je lui dis, je vais vous poser une question toute simple. Si elle était en train de parler anglais, est-ce qu'on serait là ? Si sa deuxième langue était anglais, est-ce qu'on serait là ? Et elle me dit bien sûr que non, l'anglais est porteur, etc. Et je lui dis, mais vous vous rendez compte que vous nous parlez d'une langue régionale, en fait. Le créole, c'est une langue régionale. Aujourd'hui, le créole est une langue régionale. Donc, vous nous parlez d'une langue régionale. Et là, elle venait de réaliser, etc. Elle me dit à la fin, mais vous n'avez pas d'accent ? Je me suis dit, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est même pas le sujet. Jusqu'au bout, elle ira dans son entêtement. Et voilà, pour venir avec ma fille, et que finalement, tout ça, parce que ma fille va... C'est pour ça que je dis, malgré qu'on les élève, comme je me souviens, elle sort de l'école et elle me dit, maman, c'est plus facile d'être une blanche. Ouais. Elle a 4 ans. Je dis, assieds-toi. Elle me dit, je dis, mais pourquoi ça vient sur le tapis ? Elle me dit, mais je vois les petites filles noires dans ma classe, etc. Je ne peux pas les protéger parce que tout le monde se moque d'elles. Et comme moi, j'ai le choix, je vais aller vers les blanches. Je lui dis, assieds-toi là. Je lui dis, bon, on va regarder un film toutes les deux. Je lui mets devant Amistad, à 3 ans, 4 ans. Et puis, elle va voir, et puis je vais la traumatiser, mine de rien. Elle va voir ce film-là, et elle va sortir de... Et c'est là que je sais que moi, je suis traumatisée, puisque je vais lui transmettre quelque chose trop tôt. Et elle ressort là, elle me dit, mais maman, il va falloir tous les tuer. Je dis non, c'est pas on n'a pas le droit de le dire. On peut en parler, mais on n'a pas le droit de le dire. Et du coup, elle va devenir révolutionnaire, elle va porter Haïti, elle va même, aujourd'hui elle a 17 ans, elle se présentera au consulat d'Haïti où elle dira comment faire pour brûler mon passeport français pour devenir haïtienne. Et le consul va être gentil, va lui dire, assieds-toi, je peux te donner le passeport haïtien, tu as le droit d'avoir les deux. Je vais te donner le passeport haïtien, mais tu ne peux pas brûler ce que tu es. Donc foncièrement ce que tu es. Et du coup, je vais l'emmener petit à petit en me disant, mais il faut falloir soigner ça, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je lui dis, mais on va faire une thérapie à 2. Et c'est là que mon mari va me dire, mais un noir n'a pas besoin de thérapie, on est assez fort. Et son premier, en fait, moi, je me suis pas rendu compte, parce qu'elle l'avait entendu petite. Et le psychologue va me convoquer en me disant, oui, votre fille, comment ça, les noirs n'ont pas besoin de... Je lui dis, je ne comprends pas, si on est là, c'est moi qui l'emmène, je suis là aussi. Et là, je me retourne, je dis, alors Amandine, c'est quoi cette histoire ? Elle me dit, mais c'est papa qui a toujours dit que si t'es fort, un noir n'a pas besoin d'être soigné. Donc c'est là qu'on voit tous nos traumas sont toujours là, parce que, mine de rien, tant que la France ne reconnaîtra pas le mal qu'il a fait, rien que dans l'histoire, et les liens
les liens qu'il a sur Haïti ou sur les Antilles, on s'en sortira pas. C'est comme ça que je vois, pardon. Non, c'était un très bon témoignage justement sur cette question-là, parce que pour le coup, là, le seul levier qu'il y a, c'est de pouvoir guérir les traumas à l'intérieur de la famille, parce que... Et pour les guérir, on ne peut pas aller chez les Blancs, pardon du terme, on ne peut pas, et on ne peut guérir que en fait, que d'être... Je l'ai fait, hein, j'ai vu des psys et on ne comprenait pas toute ma dimension, en fait. Et j'ai commencé à être... Moi, quand j'ai commencé une thérapie, parce que j'ai une partie de ma famille au Canada, avec des gens des gens noirs comme moi, en face de moi, et qui avaient toute la dimension de ce que je suis, en fait. Et c'est là que la thérapie a vraiment commencé. Oui, tu as le droit d'être ce que tu es, tu as le droit de dire que le vaudou fait partie, tu as le droit de faire le culte des ancêtres, tu as tous ces droits-là. Il a fallu que quelqu'un me le dise pour que je me dise, mais c'est un droit. Pour être moi-même, en fait, pour enfin devenir la personne que je suis, en fait. Mais ça, je n'ai pu le faire qu'à 40 ans. Je ne sais pas quoi dire après ça. Je suis bouche. Non, mais merci, c'est vraiment pour ça qu'on t'a invité et toi aussi on t'a invité, enfin qu'on vous a invité, parce qu'en gros on voulait avoir, et c'est l'un des trucs qu'on aime faire au Cinescred, c'est qu'on considère que le film ne se termine pas avec le générique. En fait, c'est limite le début du film et que la discussion après avec les spécialistes, les concernés, les archivistes, toutes les personnes qui peuvent parler du sujet puissent nous apporter des choses. Et vraiment, nous, c'est quelque chose d'important pour nous au Cinescred, tous ces témoignages, parce que en fait des fois faut avoir matériellement ressenti ces choses-là pour pouvoir en discuter, et c'est pas le cas de nous, enfin, même si on est noir, ça s'entend pas, mais on est noir. Et du coup là on avait déjà parlé un peu du vaudouisme, et là, parce que là tu avais terminé sur ça. Sur la place. Alors, on avait déjà parlé de la cérémonie de Bois Caïman. Si on pouvait plus ne dire... Ah, faut pas dire non, cérémonie. c'est ma... Ah non, mais alors, non, tu peux me corriger. Voilà, non, c'est celle que tout le monde dit. Mais en réalité, ce n'est pas la cérémonie du Bois Caïman, en tout cas pour ma personne, et j'aimerais bien écrire un livre là-dessus. C'est le premier congrès noir pana-africain, en fait. Ouais. C'est simple et c'est ça, en fait. Donc, quand on dit cérémonie, on voit qu'on a découpé des têtes, que c'était une cérémonie où il y avait de sang, où il n'y avait pas dans la télé, il n'y avait pas de pensée, il n'y avait pas de stratégie, alors que c'est vraiment le premier congrès pana-africain où les Africains se mettent debout pour rester africains. Donc j'aimerais bien qu'on arrête un jour de dire Bois Caïman et qu'on dise que c'est le premier congrès. Ok. Voilà. Je le noterai. C'est extrêmement clair. Vraiment. Comme de l'eau de roche. Et du coup, ce moment-là dont on a parlé, donc il est consubstantiel. Le premier congrès panafricain est consubstantiel de cette nation. Et c'est même, comme tu disais, le point de départ du panafricanisme. C'est un truc dont on avait parlé pendant le premier épisode, si vous nous avez suivi sur le film de Mola Adé de d'Ousmane Sembène, parce que c'est un point de départ pour les personnes noires du monde entier, et du coup Haïti a vraiment un socle, une place centrale dans tout ça, et nous c'était quelque chose aussi que c'était important à diffuser pour ce jour-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler, Béry ? Non, papa, non. Parce que là, du coup, ça fait longtemps qu'on enregistre. Et est-ce qu'il y a une autre thématique que vous voulez que je vous introduise ? Oui, peut-être quand même le vaudouisme. Parce qu'en fait, on en a un peu parlé dans la discussion, mais si vous voulez parler d'une autre précision ou une autre chose, je peux vous faire une question. Là c'est enregistré, mais je pourrais faire amener la chose de manière un peu plus fluide. Est-ce que tu veux que je te pose une question sur le sujet ? Moi, personnellement, je trouve qu'on en a parlé tout au long aussi, et que c'était assez... Parce que justement, c'est ce qu'on voulait aussi... Enfin, moi, j'avais voulu aussi dans cette conversation, c'est que ça soit un peu la nuance, en fait, dans tous nos propos, pour pas que ça soit un sujet je sais pas, genre... fermé. C'est exactement. Et la façon dont ça a été fluidifié tout au long de la conversation. Exactement. Je trouve que c'est assez représentatif, en fait, de la culture. Voilà. Que c'est transverse, dans toutes les thématiques, dans tous les sujets. C'est quelque chose qui est
qui est transverse. Mm. Du coup, on arrive à la fin du podcast. Non. C'est déjà fini. C'est déjà la fin. Alors déjà, je voudrais vous remercier parce que moi, j'ai trouvé... À chaque fois, je suis content quand j'enregistre les épisodes parce que j'apprends plein de choses, je découvre plein de personnes ultra intéressantes et je me sens grandi à chaque fois. Donc, j'espère que les auditoristes aussi se sentent grandis. Alors, où est-ce que je peux vous retrouver votre travail et ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez un peu plus parler? C'est la minute promotion intégrale. On commence par toi, Samantha. Alors, du coup, moi, je suis artiste peintre. Donc, en général, j'ai expliqué un petit peu au début aussi mon travail. Je parle beaucoup du corps et tout. Et je trouve que c'est assez important, comme on a pu en parler tout au long du podcast, parce qu'on a besoin d'une représentation, mais surtout, on a besoin de thérapie. Donc, oui, c'est accessible aux personnes noires. Et en tant que personne haïtienne qui n'a pas eu beaucoup accès, on va dire, à cet univers de la thérapie, j'aspire aussi, avec mes œuvres, à introduire, en fait, quelque chose de possible à travers l'art, parce que l'art aussi, ça m'a été un peu refusé au sein de ma famille, justement pour ces mêmes questions-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça, artiste peintre? Ça va pas te nourrir? Jusqu'à aujourd'hui, c'est un sujet assez sensible. Et je me suis toujours battue pour retrouver cette essence, en fait, qui est en moi. Et dans mes œuvres, je représente, en fait, les femmes noires dans des positions justement de bien-être, justement pour casser, en fait, cette idée de force et cette hypersexualisation qui a été créée aussi tout au long de notre vie. Et je trouve ça assez important, justement, la représentation, parce que je pense que toutes les petites filles et les femmes qui me suivent ont besoin, justement, de repos. Et c'est justement sur ça que se posent toutes les questions derrière mes œuvres. Donc, je fais de temps en temps des expositions. Je suis vraiment à un stade autodidacte, donc vraiment, j'espère avoir beaucoup plus de pédagogie par la suite. Mais vous pouvez me retrouver à travers Un mélange de couleurs. C'est mon compte, donc pour des prochaines expositions, je ne sais jamais. Le hâte, c'est quoi? Un mélange des couleurs. Ouais. Des couleurs. Ouais, Okay. c'est ça. Et toi, Marie-Michel? Donc, on revient sur l'association. Donc, ce qui est à Nature Bijoux. En fait, quand on est arrivé en Haïti, j'avais ma fille de 3 ans, Amandine, et puis mon père avait une association de parrainage. Et je voulais faire autre chose. Je crois réellement qu'il faut cesser d'aider comme on le fait, mais plutôt apprendre les gens à pêcher que de leur donner un poisson. Et on cherchait comme ça. Et je me souviens, on arrive... du coup, je vous raconte l'histoire parce qu'elle est quand même... et j'arrive avec ma fille, etc. On se retrouve, on cherchait à savoir l'association de mon père, c'est moi qui vais le reprendre, mais comment on le reprend? Parce que c'est du parrainage, il faut que je mette mon essence dedans. Et à ce moment-là, ma fille a 3 ans, et puis on se balade et on se retrouve à Cité-Soleil, à Port-au-Prince, etc. Et là, on regarde une scène, la petite, elle devait avoir 9 ans et demi, 10 ans, et elle attendait ses clients. Et au bout d'un moment, on s'est dit, avec moi, on va rester là, on va attendre qu'elle à un moment donné, elle revient, et puis je l'approche timidement, elle a peur, etc. Et je lui dis, quel âge tu as? Elle me dit, j'ai 9 ans et demi, 10 ans. Elle me dit, j'ai 15 ans. Je dis, non, tu n'as pas 15 ans. Quel âge tu as vraiment? Elle me dit, 9 ans et demi, bientôt 10 ans. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que tu te retrouves là, en fait, à faire ce que tu fais? Et elle me regarde et elle voit vraiment que... Je lui dis, mais on est prête à t'aider, dis-nous. Et elle regarde ma fille, elle me regarde, elle me dit, la seule différence qu'il y a entre ta fille et moi, c'est que moi, je ne suis pas née dans la bonne famille. Et là, elle va nous expliquer son problème, qu'elle était, c'est encore un autre sujet, elle était enfant reste avec. Donc des enfants mis en esclavage, mais assez long dans le sens où c'est des enfants de la campagne ou des gens de la ville assez aisés vont venir chercher en disant aux parents, nous allons l'envoyer à l'école puisque c'est payant. Et en réalité, l'enfant arrive et devient l'esclave, soit sexuel ou esclave. Des fois, elle s'occupe des enfants qui sont plus âgés que lui, que l'enfant qui est là. Et par ricochet, comme la femme va apprendre qu'elle a eu des relations avec, en tout cas, son fils et son mari avaient abusé d'elle, elle va la mettre dehors. Et elle va se retrouver comme ça pour manger, et c'est ce qu'on va lui proposer. Du coup, dans un premier temps, on a essayé de les envoyer à l'école. Hein. On a commencé, je lui ai dit, écoute. Et là, ma fille me tire, elle me dit, j'ai une idée, maman, j'ai une idée. Je lui dis, mais attends, Amandine, je sais ce qu'on va faire. Et je lui dis, alors parle, qu'est-ce qu'on va faire? Mais tu sais faire des bijoux, t'as qu'à leur apprendre à faire des bijoux, et comme ça, elles vont manger.
Et là, je lui dis, mais comment elle me dit, mais tu fais des bijoux pour tout le monde, t'as qu'à faire pour eux aussi. Et c'est comme ça en fait que l'idée est partie. On les a emmenées, elles sont 12 aujourd'hui. Elles sont à la campagne, on ne verra jamais leur visage. C'est toujours soit mes enfants, etc. Et leur histoire leur appartient. Donc elles sont à la campagne. Quand elles sont arrivées, elles sont juste dans une grande maison où elles vivent. Celles qui veulent aller à l'école vont à l'école. Elles apprennent un métier de l'artisanat pour pouvoir vivre. Et je leur dis, votre histoire vous appartient. Vous avez envie de le raconter, vous le racontez. Mais attention, une fois que vous l'avez raconté, vous n'êtes plus détenteur de votre histoire. Donc attention, la personne ne vous connaît, vous pouvez faire votre vie. Donc elles vivent. Il y en a une aujourd'hui qui est dans sa dernière année de médecine. Donc on est assez fiers. Et voilà, donc on vend nos bijoux donc sur www.kiskea.fr, donc c'est KISQUEYA.fr, et puis dans des magasins parisiens de la corne, à base de corne, d'os et de bois. Bon, on laissera toutes les informations en description de l'épisode. Merci beaucoup. Alors le dernier point de ce podcast, c'est les recommandations culturelles. Est-ce que Béry, tu veux commencer par ta recommandation? En vrai, j'aurais conseillé... non, je vais aller direct. En fait, le conseil, c'est une photographe qui s'appelle Néhémie Lemal, française d'origine haïtienne. Et du coup, ce que j'aime bien dans sa photographie, c'est que c'est des photographies assez... c'est des photos assez intimistes. Et j'aime bien la façon dont elle utilise les couleurs, etc., l'environnement. Et récemment, elle a aussi participé à la photographie du clip de Le Juice, qui est une rappeuse. Et franchement, j'adore son travail. Et elle parle aussi de son travail dans ses stories et tout. Donc, c'est aussi ça que j'aime bien en fait, dans le travail des artistes, aussi le fait de parler de manière décomplexée en fait, de leur processus créatif, etc. Du coup, moi, je vais donner ma recommandation. C'est un restaurant qui s'appelle Haitian Mama. Oh, merci. Merci. Vraiment. C'est vraiment très bon d'y manger, parce qu'on n'a pas parlé de nourriture assez. C'est vrai. Il y a plein de belles choses à propos d'Haïti, pas que des trucs tristes. Et vraiment, pour les gens qui ne mangent pas de viande, il y a vraiment énormément de propositions qui sont faites dans ce restaurant. Donc, alors je laisserai les informations à Haitian Mama. C'est très bon, c'est très coloré, j'aime bien les couleurs. Chaque espace représente une ville haïtienne ou un espace haïtien. Les couleurs, c'est les tons jaunes et bleus. Il y a des artistes qui sont exposés, un petit pop-up à côté aussi. Ouais. Donc, je recommande ce restaurant. Et du coup, tu as une spécialité Tu aimes. Oui, si t'as pu goûter. Bon, je vais chercher. Décris-nous le plat. Explique-nous ce qu'il y avait dedans, c'est ça le nom. Parce que non, j'ai pas envie de dire une bêtise. Dis-nous ce qu'il y avait dedans. C'était une photo même. Ouais. Oui, je recherche la photo discrètement. En attendant, peut-être vous nous évoquez vos spécialités à vous. Culinaires. L'honneur est à toi. Donc, moi, je suis en train de... C'est un livre qui a été assez long parce que quand j'ai commencé à... en fait, la cuisine haïtienne, tout le monde sait la faire parce qu'en fait, dès 6 ans, il faut savoir faire son riz et que son riz doit être collant comme il faut, etc. Donc, la plupart des Haïtiennes savent faire à manger. Et du coup, moi, à un moment donné, j'ai voulu chercher... parce que les desserts, j'en trouvais pas beaucoup à part quelques-uns et j'ai voulu... je cherchais un livre avec la cuisine haïtienne à l'époque et je n'avais pas trouvé. Et je suis partie de cette constat en disant, comme ils sont que en anglais, je veux faire un livre de cuisine haïtienne. Donc, je suis dessus. Mais l'histoire, c'est quelle est la part française et quelle est la part africaine. Donc, c'est toute une recherche. C'est comment rencontrer Haïti dans ses plats, en fait. Donc, par tous les apports. Donc, c'est toujours en cours. Donc, il sortira bientôt. J'adore l'autopromo. Ah oui, moi, mon plat préféré, c'est sauce pois noix, vraiment, avec légumes, si possible avec du crabe. Ça, c'est vraiment, c'est pas facile de l'avoir en général, c'est avec de la viande. Mais je suis désolée pour toutes les personnes qui écoutent, mais en fait, vous n'allez pas mieux manger haïtien qu'en Haïti, quoi. Donc, allez-y, en fait. Bon, attendez un petit peu un moment avant que ça se calme, mais allez-y, vous n'allez pas regretter. Et puis, il y a Haitian Mama pour vous consoler entre-temps. J'ai trouvé, en fait, c'est pour ça que je ne trouvais pas le nom. En fait, il s'appelle Vegan Bowl. Donc, c'est vraiment pas un nom haïtien. Je vous dis plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, du riz, Djonjon, bah oui. Avocat, 2 bananes pesées,
Please, salade de betterave et maïs. Okay. Voilà. Et la sauce, je sais pas c'était quoi la sauce, mais la sauce, elle était bonne. Sauce tichien. Timalis, pardon. Oui, c'est sûrement une vinaigrette aussi. Oui, peut-être une vinaigrette. Ouais. Donc le dion-dion, parce qu'on m'a dit qu'est-ce que j'aimais. Donc l'histoire du dion-dion, parce que peu de gens connaissent l'histoire du dion-dion. Le dion-dion étant le dion-dion pousse en Afrique. C'est ça. Mais c'est un mauvais herbe. Et en fait, les esclaves, on ne sait pas comment, dans leurs affaires, etc., ont ramené le dion-dion en Haïti. Et comme les champignons sont cuisinés par les Français, et c'est comme ça que le dion-dion s'est retrouvé dans la cuisine haïtienne. Donc c'est vraiment... le dion-dion représente l'haïtien, vraiment. Voilà. Okay. Qui donne la coloration noire au riz. Franchement, il faut qu'on fasse un épisode spécial culinaire et surtout même culinaire dans les films en fait. Pour donner l'eau à la bouche un peu. Un hors-série, tu t'en chargeras. Okay. On en reparle en off, t'inquiète. Et du coup, toi, c'est quoi ta recommandation Ma recommandation, j'ai un peu changé ça en route parce que ces personnes m'aident beaucoup. Donc je dirais que pour connaître l'haïtien, il faut écouter ses contes. Okay. Et Jude Joseph est un conteur et qu'on peut retrouver facilement sur les réseaux, etc. Et qui a écrit des livres, etc. Et où il anime, où il fait vivre les contres haïtiennes. Et une fois qu'on a écouté, on peut mieux comprendre la dimension haïtienne. Voilà. Okay, merci beaucoup. Je vais un peu tricher parce que je donnais 2 recommandations avec trahison. mais du coup, bien sûr, on va parler peinture. Donc du coup, Hector Hippolyte, c'est un peintre haïtien qui justement parle un peu du folklore et aussi du vaudou aussi en général. Et donc du coup, si vous voulez apprendre un petit peu sur la culture haïtienne, c'est très très important de regarder un peu ses œuvres. Ça va vous permettre aussi de faire un lien entre peinture et culture. Donc c'est intéressant. Et puis il y a aussi la musique. Moi, j'adore la musique, donc je trouve que c'est un moyen très intéressant aussi d'introduire une culture. Et vous pouvez y retrouver l'artiste Toto Bicinte, qui est une artiste incroyable, justement, qui a une voix magnifique. Et je pense que c'est très intéressant d'écouter sa musique, parce que aussi, elle a dû quitter le pays aussi en exil. Elle a connu aussi un parcours assez politique, sous Duvalier, je crois. Ouais. Et du coup, c'est... Duvalier qui était... le président dictateur. C'est ça, exactement, en Haïti. Merci. Je le disais naturellement. Et du coup, voilà, c'est pour ne pas oublier aussi que pas mal d'artistes ont dû partir d'Haïti justement parce qu'ils avaient des revendications politiques. Donc voilà. Ok. Bah, merci à toutes et à tous. Hein. Franchement, c'était très plaisant. Toi, Béré, on te retrouve où au Cinescred? On se retrouve au Cinescred et dans une autre association dont je ne vais pas forcément parler. Non, parce que je veux pas qu'il y ait... parce qu'il n'y a pas de bif entre le Cinescred et le Cinémax, on s'apprécie énormément, donc tu as le droit de dire, j'ai l'impression que c'est genre comme si on était 2 parents de Berry et que c'est interdit de parler de l'autre parent, mais c'est possible, frérot. Ah, j'avoue. Non, en fait, je les aime également. J'aime ma mère et mon père de manière égale. Donc, oui, donc je fais aussi partie d'une association qui s'appelle le Cinéwax et du coup qui promeut les films africains et des diasporas. Et voilà, on a fait un événement sur le Congo récemment. On essaie de voyager dans beaucoup de pays en Afrique et aussi des pays afro-caribéens, enfin de manière générale, en tout cas des pays où tu as des populations noires assez fortes. Bah, merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver à Cinescred, @Cinescred partout. Pour des projections, pour des podcasts, pour des masterclass et pour des empanadas. Voilà, je suis Bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.